Bonjour, bienvenue sur le premier podcast du Chamois Ludique. Je m'appelle Damien et je vais être la voix de ce podcast. Pour ce premier podcast, on va faire tout simplement les présentations, le Chamois Ludique d'une part, et puis moi, pour que vous en sachiez un peu plus. Le Chamois Ludique est un bar ludique situé à Niort. Pour le moment, il n'est pas encore ouvert, mais les travaux vont bientôt commencer et c'est dans l'optique de diffusion d'actualité sur ce sujet que le podcast a été mis en place. L'ouverture est prévue début 2021. Je ne peux pas trop m'engager sur le sujet, sur une date précise, du moins, ni même un mois. C'est la durée des travaux qui va dépendre. Ensuite, en ce qui me concerne, donc, je m'appelle Damien et je suis le futur gérant de cet établissement. Vous l'aurez donc compris, durant ce podcast, pour le moment, il n'y aura pas beaucoup d'activités, d'annonces d'événements en rapport avec le café, mis à part quand les travaux vont débuter. Et pour le moment, ça me sert surtout de diffusion de contenu, comme je l'avais dit dans une précédente publication sur le compte Facebook Le Chamois Ludique. Ça va me servir du coup à diffuser des informations ludiques, tout simplement. Pour les plus curieux d'entre vous, et surtout pour avoir de l'aide si jamais j'ai un problème technique, j'enregistre depuis mon Mac sous GarageBand avec le micro-casque par défaut de l'iPhone. A priori la qualité est pas trop mal, j'ai fait pas mal d'essais à droite et à gauche avec des logiciels. En termes de matériel, j'ai pas varié et pour le moment ça me semble une solution plus que satisfaisante pour les besoins que j'en ai. En ce qui concerne mon environnement d'enregistrement, j'ai pas de studio dédié à ça, de prise de son, je suis simplement dans mon salon. Donc il se pourrait que vous entendiez des bruits parasites durant l'enregistrement. Je vais faire en sorte au montage de pouvoir couper ça, mais le but pour moi c'est de pouvoir diffuser du contenu rapidement et du coup de ne pas passer beaucoup de temps au montage. Donc si le bruit ne se répète pas, je ne le couperai pas, il apparaîtra et s'il est sans incidence sur le contenu, ça passera comme une lettre à la poste. Vous l'aurez donc compris, on est dans un podcast Expression de vieux. À l'instant je viens d'en faire une belle. Je vais essayer de ne pas en faire trop, mais c'est vrai qu'il m'arrive de sortir des belles petites pépites. C'est donc parti pour le contenu officiel du premier podcast du Chamois Ludique. En ce mois de décembre, il y a des traditions sur les réseaux sociaux. En fait, chaque fin d'année, on fait le bilan sur l'année avec la mise en place d'un top. Le mien va être un peu particulier puisque ça va être un top 5 classique de mes meilleurs jeux 2020. Alors, je vais définir ça. Je parle de mes meilleurs jeux puisqu'il s'agit de ma ludothèque. Actuellement, ma ludothèque perso qui va être en fait plus tard la ludothèque du Chamois Ludique, mais vu que le Chamois Ludique n'existe pas encore officiellement, on va parler de ma ludothèque. Ensuite, je parle de mon top 5 des jeux 2020, puisque tout simplement il ne s'agit pas des sorties de jeux 2020, mais bien des jeux auxquels j'ai joué en 2020 et qui ont retenu mon attention en 2020. À l'intérieur de ce classement, vous allez pouvoir trouver des jeux, il y en a 5 forcément, des jeux de 2018, 2019 et 2020. C'est pas des jeux sortis spécialement cette année. Histoire de préciser encore plus les choses, je vais définir mon environnement de jeu pour cette année 2020. Bon, il est un peu particulier comme tout le monde, bien sûr, on a subi 2 confinements, donc forcément j'ai vu moins de monde. En plus, j'ai eu la chance d'être papa une deuxième fois cette année, donc ce qui a un peu entamé mon temps de jeu et ma disponibilité pour aller jouer à droite et à gauche avec d'autres personnes. Donc, mon activité ludique a été essentiellement en duo, c'est-à-dire avec ma compagne, qui ne change pas des autres années, puisque je joue une grosse partie de mes temps de jeu avec ma compagne. Et une nouveauté un peu plus importante en 2020 en solo, puisque j'ai le projet du Chamois Ludique à côté de ma vie professionnelle et à côté de ma vie personnelle forcément, et
Du coup, je pouvais pas non plus engager du temps de ma compagne en plus de notre temps de loisir entre guillemets de jeu ensemble pour apprendre des nouvelles règles, voir des nouveaux jeux, essayer de trouver des nouvelles mécaniques et voir des titres intéressants intégrés dans la ludothèque du chameau ludique. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le top avec le numéro 5. Donc je vais prendre mes petites fiches. Ce top a été fait avec ma compagne. On a listé tout simplement tous les jeux auxquels on a joué en 2020, ceux qui ont attiré notre attention. Il y en a eu une trentaine qui se sont dégagés. À ça, après, on en a fait une sélection d'une dizaine en retenant principalement, en mettant des jeux avec les mêmes mécaniques en confrontation, histoire de ne pas se retrouver avec un top avec tout le temps la même mécanique. Et issu de ce top 10, on a fini par dégager 5 autres titres qui ont fini par faire un top 5. J'apporte une énième précision à ce podcast pour lister toute ma collection et regarder toutes les parties faites en 2020. J'utilise le service myludo.fr, un service français. On va pas dire que c'est le concurrent de Board Game Geek parce que c'est pas du tout la même base de données en termes de volume d'utilisateurs et de rayonnement, mais c'est un bon outil français pour gérer sa collection et c'est parti, je vous le conseille. Allez, chose promise, chose due, deuxième expression de vieux du podcast. Voici le numéro 5. Il s'agit de Men at Work. Men at Work, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, l'ont déjà vu en photo dans mes parties. C'est un jeu que je me suis procuré très récemment, au mois de novembre. Du coup, il m'a laissé une très bonne impression de par son matériel et ses qualités ludiques. Alors on est sur un jeu de dextérité, donc c'est un jeu qui va permettre aux plus petits de pouvoir s'exprimer. Bon, pas trop petit non plus puisqu'il faut être assez à l'aise avec sa motricité fine, mais ça va permettre de pouvoir intégrer des enfants au jeu avec les adultes et surtout ça va permettre aux adultes de jouer uniquement entre eux puisque il est très très fun. Visuellement, il a vraiment de la gueule, c'est impressionnant. On a l'impression de monter un chantier de poutres. En plus, on peut intégrer un certain nombre de difficultés. Non, il a vraiment des super bonnes qualités. Moi, je le recommande. Je pense que c'est un indispensable de ludothèque pour moi, en représentant de jeux de dextérité. On a la chance d'avoir à la maison aussi Décrocher la Lune, qui est dans partie un peu plus onirique, un peu fun aussi, mais un peu moins rigolo, moins coloré. Men at Work, c'est vraiment fun, coloré, avec des variations dans le placement des pièces, bon, pas trop non plus, mais avec une pioche un peu aléatoire, on arrive à changer un peu les objectifs de pose régulièrement. J'ai cumulé 4 parties, bon c'est pas énorme, hein, mais il a quand même une autre faveur, il rentre en numéro 5 dans le top. 4 parties à 2, donc ça se joue très bien à 2. Je pense que le plus intéressant quand même c'est de pouvoir monter à plus de joueurs, donc on peut y jouer jusqu'à 5. Au niveau de l'édition, il s'agit de Pretzel Games. Et l'auteur c'est Rita Model pour des illustrations de Chris Killiams. Alors j'espère que j'ai pas écorché les noms, bon déjà je les cite, c'est important pour moi et pour l'univers du jeu de société de citer les créateurs, éditeurs, que ce soit en tant que création mécanique mais aussi création artistique puisque les illustrateurs ont aussi leur mot, leur touche à amener au jeu et c'est aussi ce qui va attirer ce qui attire pas mal de monde sur une boîte de jeu. L'univers graphique a une haute importance. Après, à mon sens, hein, tout ça c'est juste mon opinion, après sur la durée de vie d'un jeu, la mécanique va venir renforcer tout ça, mais sur le coup de cœur, moi il y a une grosse partie graphique, après bien sûr je le confronte à la mécanique, mais déjà visuellement il faut que j'accroche.
Après, si j'entends des échos mécaniquement que le jeu est présent, bien évidemment je regarde aussi le jeu, puisque dans ma collection, il y a bon nombre de jeux d'Eurogames, notamment de jeux allemands, qui ont la réputation d'être franchement... alors, le goût, hein, ça se discute, hein, mais d'être franchement horrible graphiquement, et pourtant mécaniquement, ce sont des grosses pépites ludiques. C'est impressionnant comment c'est bien huilé et comment ça marche. Donc maintenant, j'ai appris à me détacher de ça, mais pour le commun du mortel, je comprends pour le grand public que le graphisme est une chose importante. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Donc Men at Work, il table sur des parties de 30 à 45 minutes. Ça, je pense, c'est quand on commence à être nombreux autour de la table, et encore, je suis pas sûr, parce que quand on est nombreux, ça doit plus être écourté, puisque le chantier devient de plus en plus difficile à stabiliser, à poser. Nous, à deux, bon, on a réussi à poser pas mal de pièces à un moment donné quand on commence à avoir l'habitude. Il faut tabler, je pense, à 10 minutes par joueur, donc à deux, on descend à 20 minutes, quoi. Voilà, donc c'était mon numéro 5 de 2020. J'apporte une précision sur l'année d'édition, puisque j'avais dit que mes jeux n'étaient pas forcément de 2020. C'est le cas du coup pour Men at Work, c'est un jeu de 2018. Voilà. Et maintenant, on passe au numéro 4. Numéro 4, T42 de Cédric Chaboussi, édité chez Space Cowboy, avec des illustrations d'Amandine Dugon. Alors T42, bon, c'est un petit jeu particulier, puisqu'il faut savoir que l'auteur est niortais. Le jeu déjà en lui-même est particulier aussi, puisque c'est un jeu uniquement à 2 joueurs, basé sur une mécanique bien connue de tout le monde, je dois dire, la bataille. Donc bon, bien évidemment on n'est pas sur une bataille toute simple, l'auteur a essayé de faire en sorte qu'elle soit modernisée et qu'il y ait un petit peu plus de fun. Donc à ce système de bataille, donc d'opposition de cartes avec des valeurs en 1 contre 1, et mis en parallèle le deck building, donc la construction de son paquet de cartes. Donc forcément, au départ on part comme une bataille avec un tas de cartes qui sont les mêmes pour les 2 joueurs, on va brasser tout ça et les sortir une par une. Le gagnant va avoir le choix d'améliorer son deck ou de jouer le pouvoir de la carte. Donc du coup, des cartes disponibles à l'achat pour enrichir son deck. Et une fois qu'on a écoulé par exemple tout un tas de cartes de même valeur, ça va fixer l'objectif qui a été associé pour scorer en fin de partie. Déjà, c'est un merveilleux jeu à 2, donc c'est une sortie 2020. C'est un jeu que je me suis procuré, donc c'est sorti le 12 juin 2020. C'est un jeu que je me suis procuré le 20 juin. Voilà. J'ai cumulé 13 parties avec des joueurs différents de ma compagne. Pourquoi 13 parties? Parce que ça commence à faire beaucoup, 13 parties, mais en fait ça se joue très rapidement. Une fois qu'on en a fait une, on va faire la revanche. Une fois que l'autre a gagné la revanche, on va faire la belle, et voilà, donc en fait ça s'enchaîne. Donc c'est pour ça qu'il est présent dans ce top, en numéro 4, parce qu'il est super sympa. J'ai rien d'autre à dire. Il y a un parti pris graphique, forcément, c'est sur Alice au Pays des Merveilles, donc ça, les gens peuvent ne pas accrocher là-dessus. Par contre, les qualités graphiques sont superbes. Le matériel aussi est très bien fait, hein. C'est une édition Space Cowboys, pour ceux qui connaissent. Space Cowboys produit des jeux, édite des jeux très qualitatifs pour un rapport qualité-prix presque imbattable, hein. Leur gamme de jeux à 2 est impressionnante en termes de prix et en termes de qualité ludique. Voilà, c'est un jeu que je vous recommande, c'est en top 4. C'est du petit budget, on est aux alentours de 20 euros. C'est jouable par des enfants. Franchement, il n'y a pas de texte. Une fois qu'on explique, il faut savoir faire des additions, des différences, parce qu'en fait, il y a un système de coût d'achat en fonction du crédit qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on va venir compléter ou pas. Donc je pense qu'à 6-7 ans, c'est jouable, hein. Enfin, ça se fait facilement. Voilà. Maintenant, on va passer au numéro 3, au podium.
Numéro 3, Tapestry. Alors, gros dossier, je vais essayer de faire court. Pourquoi gros dossier? Tout simplement parce que c'est un jeu qui a été très critiqué de par son édition et sa création, enfin comment on pourrait dire, ses qualités ludiques, entre guillemets. Il faut savoir que Tapestry est édité chez Stone Meyer Games, francisé chez Matago. L'auteur c'est Jamie Stegmaier, donc le patron de la boîte Stone Meyer Games. Donc il édite ses jeux plus d'autres jeux d'autres auteurs. Il fait en gros un jeu par an. Il est attendu à chaque fois puisque c'est une boîte d'édition qui maîtrise beaucoup sa com, c'est ce qui lui est reproché. Enfin, je vais revenir dessus après. Pour les illustrations, c'est Andrew Bosley et Ron Brown. Alors revenons un peu à l'image de Stone Meyer Games en tant qu'éditeur dans le milieu du monde des jeux de société. Moi, j'ai pour habitude de le comparer en fait à Apple du côté technologie. Enfin, Stone Meyer Games maîtrisent parfaitement leur plan de com. C'est ce qu'on peut reprocher, mais quand on a l'habitude de ça, en fait, ça fait partie de leur image. Du coup, leurs jeux, quand ils commencent à dévoiler certains éléments, ils sont déjà critiqués et déjà hués par certaines personnes, et inversement, hein, déjà adorés, adulés par d'autres personnes. Ça crée un événement. On peut pas lui reprocher à cet éditeur-là de faire de mauvais jeux. Honnêtement, à l'intérieur de la gamme chez Stone Meyer Games, il y a des jeux incroyables. C'est des jeux qui sont d'une grande profondeur. Si on avait un tronc commun à dégager de Stone Meyer Games, c'est des jeux qui peuvent avoir une grande profondeur de jeu, mais qui sont accessibles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire jouer monsieur et madame tout le monde, mais contenter aussi des joueurs passionnés qui ont plus l'habitude de jouer et qui vont poncer le jeu et à essayer de trouver un peu des façons tactiques d'arriver à leur fin, d'améliorer leur jeu au fur et à mesure des parties. Enfin voilà, c'est un point commun à tous les jeux édités. Et Tapestry chez Stone Meyer Games, donc du coup ne passe pas à côté. On est sur un bon jeu de 2020. Alors, on a fait du coup 11 parties réparties très court. On l'a vraiment apprécié, ça correspond à une période de notre vie où on avait du temps et puis on l'a joué, et surtout on l'a trouvé vraiment sympa à vouloir tester toutes les civilisations mises en place. Moi, au fur et à mesure de nos parties, j'ai vu qu'il y avait des corrections de sortie, puisque oui, la grosse critique en fait de Tapestry, comme je disais, il a été bien critiqué. C'est son équilibrage. Alors j'aime pas parler de ça parce que c'est remettre en cause le travail des créateurs, des auteurs et de l'éditeur. Pour moi, on pourrait lui dire qu'il y a un problème d'équilibrage. C'est-à-dire d'homogénéité dans les civilisations. En fait, quand on parle d'un problème d'équilibrage, c'est que quand on part avec telle civilisation, c'est forcément qu'on va gagner parce qu'elle est énorme, ou quand on part avec une autre civilisation, c'est forcément qu'on va perdre parce qu'elle est nulle à chier. Ça existe, oui. Moi, je prends plaisir quand je joue, c'est bizarre. J'ai pas la volonté, enfin je veux gagner bien sûr, mais quand j'ai passé un bon moment, la victoire m'importe peu. Si j'ai passé un bon moment, si les mécaniques m'ont plu, si j'ai pas vu le temps passer, si la partie raconte quelque chose, pour moi la partie était bonne, c'était un bon jeu. C'est exactement ce qui s'est passé avec mes parties de Tapestry. J'ai pas été voir les civilisations plus fortes que d'autres. J'ai senti effectivement sur certaines ça pouvait faire mal en termes de points à la fin de la partie, ça pouvait grimper haut. Mais je pense qu'en travaillant un petit peu, c'est le cas de presque toutes les civilisations, on peut arriver à monter. Et c'est comme je disais, le point commun de tous les jeux de chez Stone Meyer, c'est que en poussant un peu, en essayant de pousser le jeu, eh ben, on peut arriver à travailler sur les faiblesses pour arriver à faire du point.
quand on attend un jeu de Stone Meyer, la qualité d'édition qu'il a, le tarif surtout, en fait, parce c'est le tarif qui fait mal, le tarif proposé fait qu'il doit être parfait. Pour moi, il a répondu à mes attentes. Il est cher, il a été cher, parce que en termes d'édition, oui, il est un tout petit peu surédité. Mais moi, ça m'intéresse qu'il soit surédité parce que je me retrouve avec des figurines qui ont été peintes. Et parce que j'en ai marre d'avoir des jeux de société dont les figurines ne sont pas peintes. Donc oui, on peut les peindre, mais il faut savoir le faire. Oui, on peut demander à quelqu'un de les peindre, mais il faut payer la personne ou connaître une personne qui puisse le faire. Donc pour moi, c'est un argument en plus, le fait que les figurines soient prépeintes. Pour moi, les qualités ludiques ont répondu à mes attentes, c'est pour ça qu'il est dans le top 3, c'est pour ça qu'il a plu à ma compagne, c'est pour ça qu'il m'a plu, c'est pour ça que quand on me donne mon avis, je dis que Tapestry est un très bon jeu, qu'il a su m'enthousiasmer, qui m'enthousiasmera encore, je pense que je vais le ressortir, mais qu'effectivement, il fallait pas spécialement l'acheter à sa sortie, parce que il pourrait mériter une petite baisse de tarif, mais voilà, sa qualité d'édition est ce qu'elle est, elle est bien faite, les règles sont bien rédigées, le matériel utilisé est top, les mécaniques sont sympas, la gestion de cartes, les graphismes sont bien, enfin c'est un beau jeu, comme tous les jeux de la gamme de chez Stone Meyer, quand on achète une boîte chez eux, c'est un beau jeu. Alors vous l'aurez compris, je suis fan des jeux Stone Meyer, je les surveille. Après, je suis pas un Stone Meyer addict, c'est-à-dire que je vais pas prêcher, je sais critiquer le jeu, d'ailleurs Tapestry je le dis ouvertement, hein, il a été critiqué, je peux comprendre les points de critique, je mets toujours du coup un petit bémol à mon appréciation, mais là, voilà, que dire, il est dans mon top 3, c'est tout. Donc maintenant, on va passer au numéro 2. Numéro 2, 3 Dice. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Roll & Write. Alors ça tombe bien parce que cette année, c'était la mode du Roll & Write, donc du jeu à cocher en français. Peut-être un peu trop d'ailleurs, à un moment j'ai saturé. Mais 3 Dice en fait donc c'est un jeu sorti en 2020, m'a remis dans le goût de faire des Roll & Write. Donc on va décrire rapidement le jeu. Donc c'est un jeu avec 3 auteurs, Alain Orban, Sébastien Dujardin et Xavier Georges, avec comme illustrateur Alexandre Roche, édité chez Pearl Games. C'est un jeu qui est dans l'univers de 3, donc un autre jeu de plateau, des 3 auteurs aussi, que j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais qui apparemment est une référence de jeu de société, donc il est dans ma liste de jeux en attente, on va dire. J'en ai beaucoup de jeux en attente. Donc c'est dans cet univers-là, 2020, personne n'y a échappé en fait. Dans les Roll & Write, il y en a beaucoup qui sont sortis, qui étaient des jeux issus des jeux de plateau, en fait, pour essayer d'élargir les gammes, d'essayer de retrouver du public et tout ça. 3 Dice, je suis pas certain que ça soit une volonté des auteurs et de l'éditeur, puisque 3 a certainement eu son petit succès, mais je pense que voilà, ils avaient un jeu de Roll & Write sûrement, et puis ils se sont dit on va le thématiser sur notre univers de 3. Ça pourrait être n'importe quoi. Honnêtement, hein, je vous rassure, hein, pour la plupart des Roll & Write, même tous, hein, ça pourrait être sur un potager à planter des carottes, des patates, à récolter tout ça, ça serait exactement la même chose. Ici, on incarne des personnes qui cherchent à bâtir la cité en construisant des bâtiments. Certains bâtiments vont rapporter des points, en apportant une population aussi à l'intérieur avec des nobles, des religieux, des paysans. Enfin voilà. Comme je le dis, la thématique s'efface complètement et de toute façon sur un jeu de dés on est sur quelque chose de très mécanique, très calculatoire, bizarrement, puisque c'est de l'aléatoire, mais oui, c'est calculatoire. Et en fait on fait du placement
de choix de dés en fait. Ce qui m'a intéressé dans ce jeu-là, c'est la qualité d'édition. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dans le matériel, mais c'est bien fait. La mécanique en elle-même, le choix du plateau, en fait, le plateau est fait de modules qui peuvent être placés aléatoirement, ce qui fait qu'on change complètement toutes les parties. Peut-être une édition recto verso des feuilles, ça serait pas mal. Bon, c'est un peu le défaut de tous les roll and write, hein, ils sont très peu à faire de l'édition recto verso. Il doit certainement y avoir des impératifs d'édition qui ne le permettent pas. J'ai fait 12 parties, donc pour un jeu sorti en 2020, en octobre. Donc je me le suis procuré le 27 octobre et il est sorti le 17 octobre. Donc j'ai fait 12 parties, j'en ai fait une bonne majorité en duo et quelques-unes en solo. Puisque en fait, comme la plupart des jeux de roll and write, je dis bien la plupart, pas toutes, pas tous, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs. C'est-à-dire qu'on va brasser des dés, on va les répartir, vous allez faire vos choix, et on passe au tour suivant, on passe au tour suivant. À la fin de la partie, on va regarder votre feuille à cocher, on va calculer le nombre de points, celui qui a fait le plus grand nombre de points gagné. Voilà, c'est du bingo. C'est un peu bête de résumer comme ça, mais c'est comme ça. Moi, ça me plaît énormément, énormément. Ça plaît à beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Je pense que c'est pour ça que en 2020, ça a explosé le roll and write. Voilà, que dire de plus, très bon jeu. On est autour de 20 €, un petit peu plus que 20 €. L'éditeur, pendant le confinement, a sorti des challenges, c'est-à-dire des mises en place imposées avec des petites variantes de règles, avec des scores à battre, les scores des auteurs, avec une référence de leur première partie et une référence de leur meilleure partie. Super, franchement si tous les éditeurs pouvaient faire ça, ça serait trop cool. J'ai hâte de retrouver des groupes de joueurs pour pouvoir le présenter et le jouer ensemble, le jouer à plus qu'à deux, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer plus qu'à deux. Voilà, je vous le conseille, c'est mon roll and write de 2020. Je le mettrai pas entre les mains de tout le monde, pas entre les mains d'enfants. L'éditeur lui propose à 12 ans et plus. Il faut arriver à réfléchir au choix qu'on va faire. Est-ce que l'enfant va prendre plaisir là-dessus ? Pas certain. Je pense qu'il faut commencer à essayer d'aimer les défis techniques, aimer réfléchir, et effectivement la barrière des 12 ans semble correcte. Et donc voilà, donc on a notre deuxième jeu, et sans plus attendre, on va passer au premier jeu. Et on arrive donc au numéro 1, incontestable. En fait, quand je vais vous divulguer les statistiques de jeu sur ce petit jeu, parce que c'est un petit jeu, vous allez être plutôt étonné. Sans plus attendre, son petit nom, il s'agit de 50 missions. Alors 50 missions, c'est un jeu de cartes coopératif créé par Ken Groul et distribué édité par Oya. Et distribué d'ailleurs par Oya, je crois, ils sont éditeurs et distributeurs. Le principe du jeu est assez basique. On est dans des missions à remplir, des contrats à remplir en équipe avec la communication limitée. Il faut faire des contrats régulièrement, passer un certain nombre de missions pour se voir attribuer une médaille d'or et la possibilité de pouvoir continuer pour enchaîner 50 missions. Parce qu'en fait, dans les règles, il s'avère qu'on gagne quand on a atteint la médaille d'or qui est à 25 missions, si je dis pas de bêtises. Et après, bien sûr, tout le défi est de passer à travers le jeu, quoi. Et donc en fait, c'est ce que on a tenté en vain avec le nombre de parties qu'on a fait. Donc je vais vous le dire, 96 parties. Voilà, donc c'est assez énorme. Honnêtement, quand on joue, on doit en enchaîner 4 parties de suite, 3-4 parties de suite, parce que on veut améliorer son score. On veut recommencer pour essayer de passer ces satanées 50 missions. Ça s'est un peu étouffé là dans le temps. C'est un jeu qui est sorti le 27 mars. Je l'ai récupéré au mois de mai. Donc on a quand même passé 96 parties, mais ça fait quelques semaines qu'on n'a pas joué intensément.
Je pense qu'il va revenir à un moment donné, mais voilà, bon, plus de 96 parties, ce qui est déjà pas mal, hein, pour un jeu. Il y a une certaine, pas une lassitude, mais voilà, on l'a un peu laissé reposer. On va y revenir, je pense, pour essayer de passer les 50 missions. Donc on y joue exclusivement à 2, je l'ai testé à 4, très bon. Complètement différent, puisque la communication étant illimitée et que votre tour revient au bout de 3 personnes, ça a le temps de changer ce qu'il y a de visible sur la table. Donc c'est un peu compliqué pour se coordonner. À 2, c'est un peu plus tactique, et on est vraiment dans comment joue l'autre pour jouer en fait, pour jouer en face, pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui et ce qu'on attend et ce qu'il attend de nous. J'ai fait quelques parties solo. Ça marche bien, ça reste correct, mais c'est pas non plus le truc super intéressant en solo. Il a été en tête du classement simplement parce que son côté simple, je l'explique rapidement, son côté addictif, 96 parties, hein, ça parle de lui-même. Il a pas eu un gros carton. Ceux qui ont joué l'ont bien apprécié. Moi, j'aimerais qu'il marche beaucoup plus. Honnêtement, je le mets pour moi au même niveau que The Crew. Pourtant, The Crew a eu vraiment une reconnaissance énorme. Et 50 missions pouvaient avoir cette reconnaissance aussi, sans problème. C'est passé au travers. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va revenir pour cette fin d'année, je ne sais pas. Mais voilà, petit jeu autour de en dessous de 20€. Graphiquement, c'est pas la joie, hein, c'est un jeu de cartes avec des valeurs et des couleurs. Mais voilà, simple, addictif, tout ce qu'on demande à un jeu en fait. Qui sort rapidement, pas de matériel énorme. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 96 parties au compteur. Moi je vous le conseille si vous êtes fan des jeux. Alors faut aimer les jeux coop, hein, ça c'est sûr. Donc les jeux auxquels toute la table joue ensemble contre le jeu pour gagner. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui apprécie les jeux coopératifs. Je peux comprendre, c'est assez particulier. Mais quand on aime ça, ce petit jeu-là est vraiment intéressant. Surtout quand la communication est limitée, puisqu'on essaye de faire en sorte d'arriver à atteindre les missions, mais on n'a pas le droit d'en dire trop. Et en même temps, il faut en dire quand même assez pour essayer d'amener les autres joueurs à jouer dans notre sens, et puis que nous on joue dans le sens. Enfin, c'est des petites pépites ludiques comme ça qui sont très intéressantes. Et puis qui sont amenés à se propager fortement, quoi. Dommage que, comme je le dis, il est sorti au mois de mars, il est passé presque inaperçu. Il a été mis en avant par le Passe-Temps, la boutique à Toulouse, un petit peu dans leur vidéo. Et puis après il a disparu. Là il revient sur la période de Noël, parce que je crois qu'il est sorti dans une nouvelle édition. Donc tant mieux, ça veut dire qu'il a marché et qu'il continue de marcher. Et je lui souhaite un bel avenir. Pour moi il restera dans ma ludothèque, et il sera proposé régulièrement, je pense, à la clientèle du chamois ludique. Bon, on arrive sur la fin de ce podcast. Je voulais faire en dessous d'une demi-heure, parce qu'on est quand même sur un top 5. J'ai pris le temps de développer les 5 jeux, j'ai pris le temps de vous présenter un petit peu le chamois ludique et le pourquoi du podcast. Dans d'autres podcasts, on attaquera d'autres choses. Certainement les démarches administratives de la création d'entreprise, comment ça se passe, des trucs généralistes, des trucs plus précis, voilà, sur mes envies du moment, peut-être avec des gens, peut-être sans personne, enfin je serai là quand même pour la voix. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de m'améliorer au montage, de m'améliorer au temps, d'essayer d'être plus audible, de soigner mon vocabulaire s'il faut, d'adapter mon volume de voix, enfin voilà. Surtout si vous avez des conseils à me prodiguer, je suis preneur. Bonne journée à tous et à la prochaine.